Avertissement. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film de Woody Allen. Je me permets de vous rappeler que pèsent sur lui plusieurs accusations d'attouchement et de viol sur mineurs. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cinécure. À 18 ans, je suis parti m'installer à Florence, en Italie, pour faire des études de droit. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Avec des gens de mon âge, j'ai découvert une vie complètement nouvelle, où je devais me gérer tout seul, où je devais faire des études difficiles, que je n'ai d'ailleurs ni vraiment réussi, ni vraiment aimé, où je devais me gérer au quotidien, et où je devais apprendre à vivre en communauté. Ce que j'ai découvert en partant, je vais vous en parler aujourd'hui, au travers de Midnight in Paris de Woody Allen. Aujourd'hui, on va parler de nostalgie. Dans le Larousse, la nostalgie est décrite comme un regret attendri, un désir vague accompagné de mélancolie. En débarquant à Florence avec mes bagages, c'est ce sentiment jusque-là inconnu que j'ai découvert. J'avais l'impression que quelque chose me manquait, mais j'aurais été incapable de dire quoi. J'écrivais déjà un journal à cette époque, et la majorité des entrées qui ont été rédigées pendant ma première année d'études sont dédiées à comprendre ce sentiment nouveau. Quelque chose était cassé. Pour la première fois, je pensais à ce qui aurait pu être. Et si je n'avais jamais quitté Bordeaux et mes parents? Et si je n'avais jamais étudié le droit? Dans Midnight in Paris, le personnage principal, Gil Pender, est à Paris avec sa fiancée et ses beaux-parents, et son amour pour la ville et son histoire n'a d'égal que sa frustration d'être un vulgaire scénariste hollywoodien. Pour ne rien arranger, sa fiancée est vaine, ses beaux-parents xénophobes, et le couple d'amis qu'il croise par hasard est pédant à souhait. Obsédé par le choix qu'il a fait de quitter Paris à une époque où il aurait pu rester y vivre et peut-être devenir écrivain pour de bon, il écrit un roman dont le personnage principal est un gérant de boutique de souvenirs qui collectionne et revend des objets du passé et rêve de se balader dans le Paris des années 20. Et ça tombe bien, parce que très vite, son rêve va se réaliser. Tout l'enjeu pour Gil, et par extension pour nous, le public, va être de comprendre si l'on vit mieux quand on est dans cette nostalgie, ce regret attendri, ce désir vague. Comme cela sera mon habitude sur cette chaîne, j'ai choisi non pas une scène, mais une séquence en particulier où tout semble se dénouer. Ce n'est pas encore la fin du film, mais on est dans le dernier tiers quand Gil entreprend un nouveau voyage vers les années 20 pour aller retrouver Adriana, jouée par Marion Cotillard. Amoureux d'elle, il semble décidé à lui avouer ses sentiments qu'il sait maintenant être réciproques. Quand la séquence commence, Gil pourrait bien ne pas repartir en 2010. Adriana est là, au mariage d'un peintre surréaliste, et une bonne partie des artistes que nous avons rencontrés au fil du film sont présents. La mise en scène fonctionne comme une représentation de ce que la vie pourrait être pour Gil. C'est une vie confortable, pas tellement différente au fond de celle qu'il vit en travaillant comme scénariste à Hollywood. C'est une vie sûre et sans surprise. Le personnage d'Owen Wilson pousse même le vice à pitcher à Luis Buñuel son propre film, L'Ange Exterminateur, sorti en 1962, avant de quitter la fête. I had a nice idea for a movie for you. Yes? Yeah. A group of people attend a very formal dinner party, and at the end of dinner, when they try to leave the room, they can't. Why not? They just can't seem to exit the door. But why? Well, memento. When they're forced to stay together, the veneer of civilization quickly fades away, and what you're left with is who they really are, animals. Sa capacité de lire l'avenir, puisqu'il sait ce qu'il adviendra, lui donne un confort absolu. Et qui n'a jamais rêvé d'avoir une telle capacité ? C'est en tout cas ce que moi j'aurais voulu plus que tout au monde, alors que je me trouvais à Florence, loin de ma famille, de mes amis, loin de mes habitudes, de ma ville, de mon quotidien. La sensation que j'ai eue de perdre pied et qui m'a suivi pendant des années a forgé l'homme que je suis devenu et a eu des répercussions insoupçonnables sur ma vie d'adulte. J'en profite pour faire une parenthèse scénaristique. Je me rappelle que, quand le film est sorti, on avait fait toute une affaire de la présence de stars imitant des grands artistes ayant existé. Buñuel, Man Ray, Cole Porter, Fitzgerald. De nombreuses stars des années 20 sont représentées à l'écran par des non moins stars des années 2010. Et c'est ce qui a hérissé le poil de pas mal de critiques et spectateurs. Moi, je crois au contraire que ces représentations sont parfaitement exécutées, puisqu'elles sont le fruit de l'imagination de Gil Pender. Quand Gil voyage dans le temps, c'est Gil qui voyage. Ce n'est pas tout Paris qui, à minuit, se retrouve transporté dans les années 20. Donc, c'est Gil qui transporte avec lui son fantasme des années 20. Ou plutôt, c'est son fantasme qui le transporte jusqu'à cette époque rêvée par lui. Dans ce contexte, comment peut-on décider si la représentation qu'il se fait de Salvador Dali ou de Ernest Hemingway est fidèle à ce que ces hommes ont été? Cette interrogation a-t-elle même un sens? Le simple fait que ces représentations soient fidèles à ce que Gil Pender imagine devrait nous suffire, puisque c'est Gil le personnage principal, et c'est lui que l'on suit. C'est le sentiment que j'ai eu en relisant les articles et critiques pour préparer cette vidéo, et il est renforcé par le générique de début du film qui présente un Paris idyllique, rêvé, on pourrait même dire inexistant. Pourtant, les images de Darius Khondji, incroyable directeur photo que je vous recommande de découvrir au plus vite si vous ne le connaissez pas déjà, nous invitent à prendre pied dans le Paris des riches touristes américains. Ces plans-là
pose un cadre certes limité mais aussi poétique dans lequel tout peut arriver. C'est ce générique qui, 11 ans après la sortie du film, m'a donné envie de le revoir et c'est ce générique que je montre à beaucoup d'amis parisiens qui grincent souvent des dents en le voyant. C'est pourtant pour moi une déclaration d'intention qui me donne invariablement envie de faire mes bagages et de partir vivre à Paris à nouveau. Et la raison pour laquelle ce générique est si séduisant, c'est qu'il est un fantasme, une petite musique nostalgique qui me rappelle les années que j'ai vécues à Paris. Toutes mes préoccupations de l'époque sont amoindries par l'association des images et de la musique, et il me semble que si je vivais à l'intérieur du film, la vie serait plus douce. Si ça c'est pas une belle entrée en matière pour un film qui traite de nostalgie et de fantasmes, alors sincèrement je sais pas ce qu'il en est une. Bref, nous sommes sortis de la fête et dans les rues de Paris, Gil et Adriana déambulent, silencieux. Quand tout à coup, Gil se décide à embrasser Adriana. Les mots qui suivent sont d'une importance capitale. What are you doing? I don't know. I did feel for a minute there while I was doing it like I was immortal. Immortel, après 1h15 d'atermoiement, où Allen nous montre avoir un personnage lâche, fuyant, en mal d'émotions fortes, mais pas prêt pour autant à se jeter dans la gueule du loup, Gil vient pour la première fois de prendre un risque. Il vient de vivre ce que l'on appelle un éclair de lucidité. Il n'en a peut-être pas encore complètement pris conscience, mais ce qui vient de le traverser est l'allégorie de son humanité. Nous sommes à la fois attirés par le confort qu'une situation nous offre, mais nous ne nous sentons jamais aussi vivants que quand nous mettons tout ce confort en jeu et que nous prenons un risque inconsidéré. C'est ce que j'ai mis tellement de temps à réaliser, et c'est ce que Gil ne réalise pas encore alors qu'Adriana lui répond. Cette réponse est pourtant un avertissement de plus, mais Gil n'a pas vraiment le temps de la digérer, puisqu'une calèche s'arrête et propose à nos deux amoureux d'embarquer pour la belle époque. Cette fois-ci, je fais une parenthèse pour aborder la mise en scène. Pour le moment, Adriana et Gil sont quasiment toujours dans le plan ensemble. Ils se donnent la réplique dans le même plan et sont soit face, soit de profil au spectateur. Une technique simple pour nous faire comprendre que ces deux-là sont sur la même longueur d'onde, ou bien que leur désir de se correspondre, de faire l'effort pour se rejoindre l'un et l'autre, est plus fort que tout. C'est la technique inverse qu'Allen emploie pour séparer Gil et sa fiancée Inez. D'abord ici, où bien que dans le même plan, ils se tournent le dos, puis là, où Gil sort carrément du cadre, une technique récurrente pour l'écarter littéralement du petit groupe, ou encore là, où on est sur du chant contre chant un peu plus classique. Toutes ces méthodes de séparation-là sont mises de côté dès qu'il s'agit de mettre en scène Adriana et Gil, si on fait l'exception de leur premier échange. Fin de la parenthèse. Pour le moment. Après un premier arrêt chez Maxim's, il file au Moulin Rouge où il croise Toulouse-Lautrec, Gauguin et Degas. Le rêve éveillé que vit Adriana, dont elle a déjà parlé à plusieurs reprises. For me, la belle époque Paris would have been perfect. Really? Yes. Better than now? You know, the whole sensibility, the street lamps, the kiosks, the horse and carriages. And Maxim's then. It's from the turn of the century. Isn't it beautiful? It's my favorite era. I love it so much. Everything was so perfect. Devrait être une libération pour Gil, puisqu'il va enfin pouvoir lui avouer qu'il vient lui aussi d'une autre époque. Au lieu de ça, c'est une prise de conscience. Quand Gauguin déclare Degas and I were just talking about how cette génération est dépourvue de sens et manque d'imagination. He says that this generation is empty and has no imagination. Better to have lived during la Renaissance. No. This is the golden age. Maintenant? C'est l'âge d'or. Ah, pas du tout, la Renaissance, c'était beaucoup mieux. il réalise que ce qu'il vit depuis le début du film n'est pas le syndrome de quelqu'un qui serait devenu un vieux con, mais bien un sentiment humain et naturel qui tend à nous emmener vers la sécurité plutôt que le risque, le connu plutôt que l'inconnu. Parce qu'il est profondément difficile de savoir vivre avec son temps, jongler avec l'inattendu, composer avec ce qui n'a pas été désiré, devoir faire des concessions, apprendre de nos erreurs. Autant de choses qui nous sont désagréables, mais qui forment cette expérience unique qu'est notre passage sur Terre. Pour la deuxième fois, Adriana et Gil sont filmés en chant contre chant. C'était pareil pour leur premier échange lors de leur rencontre chez Gertrude Stein. On comprend alors qu'Adriana annonçait déjà ce qui allait être son départ lors de leur dernière entrevue. C'est simple, mais cet effet de miroir entre les deux scènes est d'une efficacité redoutable. C'est la première partie de la résolution du film et ce qu'elle nous véhicule est une véritable leçon de vie. Vivre avec son temps est un numéro d'équilibriste. J'étais trop jeune à 18 ans pour comprendre que ma prise de risque allait m'apporter énormément. Grâce à ces études, j'ai rencontré un groupe d'amis qui m'a tiré vers le haut et qui continue de le faire. Par voie de conséquence, j'ai aussi rencontré ma femme, une fois que mon cursus m'a amené à Paris. Et donc, d'une certaine manière, en déménageant en Italie, j'ai pris un chemin qui m'a rapproché de mes enfants.
Est-ce que je pensais que mon déménagement allait avoir ses conséquences précises sur ma vie? Bien sûr que non. Je pensais que j'allais devenir avocat ou juriste ou que sais-je, et que je vivrais entre la France et l'Italie. Alors c'est vrai que la prise de risque n'apporte pas toujours les résultats que l'on attend, mais elle est toujours payante d'une manière ou d'une autre. Et après, il nous appartient de lâcher prise et d'accepter ce que la vie nous envoie. Une chose est sûre, c'est qu'en restant enfermé dans nos souvenirs ou à trop rêver à ce qui aurait pu être, on finit par s'éteindre et par mourir un peu. Je pense que c'est une leçon qui vaut pour toutes les étapes de notre vie, particulièrement quand on est un homme blanc, hétérosexuel. Hein? On va pas se mentir. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez-la, cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Je vous invite à me suivre sur Instagram, @charledy, et je vous invite aussi à vous abonner au podcast Cinécure, dans lequel je donne des recommandations de films, j'explore la carrière d'un ou une cinéaste, et je fais des interviews des gens de l'industrie. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Pour ma part, je suis curieux de savoir quel film vous rend le plus nostalgique. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. On se retrouve ici le mois prochain. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!